Eh bien, bonjour à tous. On va pouvoir, sans plus attendre, commencer. Donc, moi, je suis Gabriel Masson, je suis trésorier de la JAR et je suis interne en anesthésie-réanimation à Lille. Et avec moi ce matin, du coup, il y aura Pierre-Julien Quingy qui sera là pour faire l'animation. Et donc, sans plus attendre, on va accueillir notre premier intervenant qui est Frédéric Le Sachet. C'est quoi? Et j'appuie sur quoi pour faire? Ok. Bonjour à tous. Je voudrais remercier les gentils organisateurs de cet événement de m'avoir convié à venir en ce vendredi défendre un peu notre spécialité. Alors probablement je suis le premier vieux à parler, j'espère qu'il y en aura des plus vieux que moi après. Je suis à l'ASFAR et je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse de c'est beau, c'est vieux. Moi je pense que c'est beau, ça reste tout transgénérationnel. Les jeunes, il faut que vous veniez à l'ASFAR, hein. Le syndicat, c'est bien, les premières implications, c'est bien, mais il faut venir à l'ASFAR pour faire évoluer la spécialité et s'engager. Il y a plein d'actions possibles à l'ASFAR et ce n'est pas qu'un ramassis de retraités, c'est que des gens en exercice, des jeunes. Aujourd'hui, j'ai la mission d'essayer de vous rassurer, je pense, mais également de vous rappeler certaines de vos obligations. Parce que malheureusement, vous engagez dans un métier avec des responsabilités et vous allez avoir des devoirs, des droits, mais beaucoup de devoirs. Et les urgences vitales dans l'hôpital, c'est une des situations qui, normalement, quand j'étais à votre place, m'angoissait. C'était le moment où on pouvait se sentir très seul. En pratique, la spécialité vous voit sous ces trois visages, les trois visages de l'anesthésie, réanimation, médecine opératoire. Mais moi, quand on parle d'urgence, sans démagogie, je vous vois comme ça. Alors certains vont me dire Superman, c'est un petit peu sexiste, Superwoman si vous voulez. Moi, je vois comme un super-héros. Quand on prend en charge des urgences, on gère des situations qui sont périlleuses, qui mettent en danger le pronostic vital de nos patients. Et donc, il va falloir prendre des décisions dans l'urgence qui vont être salvatrices. Donc oui, vous êtes des super-héros, mais vous n'êtes pas seuls. Vous avez une équipe derrière vous. Vous êtes en cours de formation. Et je vous rappelle que la Direction générale de l'offre de soins a régi des textes expliquant que le positionnement de l'interne en médecine, c'est qu'il exerce ses missions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Donc logiquement, vous devez toujours avoir un recours qui puisse être une personne physique présente avec vous au contact du patient, qui peut être aussi quelqu'un à appeler sur un autre site de votre hôpital ou quelqu'un à appeler qui est d'astreinte, qui est chez lui à la maison, qui va pouvoir vous donner un avis ou se mobiliser si vous êtes en difficulté. Mais vous ne devez pas rester dans une situation où vous vous sentez en difficulté. Je vous en prie, appelez toujours vos seniors, on vous en voudra de ne pas nous avoir prévenus. Prévenez, appelez à l'aide, dites-le, et si personne ne vient, vous serez dans une situation à ce moment-là qui posera problème. Vous êtes au centre des difficultés. Vous allez connaître un harcèlement permanent des équipes de chirurgie, de vos jeunes collègues qui ont passé le même concours que vous, mais qui, eux, sont devenus amnésiques au premier jour de stage. Dérégulation d'une glycémie, mais il faut mettre de l'insuline. Ah, de l'insuline, mais ça se prescrit comment? Pourtant, ils avaient su le commettre dans leur dossier d'internat. Là, ils ne savent plus. Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles vous allez être appelés, qui ne sont pas forcément des urgences vitales, et on va voir qu'il y a une différence, et qu'il ne faut peut-être pas tout traiter avec le même degré d'implication et d'urgence, et organiser les choses. Il y a également les urgentistes qui vont vous appeler, pour ceux qui vont faire des gardes dans des réanimations, qui un jour vont probablement faire des gardes de seniors tout en étant internes dans des réanimations. Vous allez être appelé par les urgentistes. Et ça, je peux vous dire, ça fait la pétoche. Vous êtes de garde, moi je me souviendrai toujours, 3e semestre, c'était mes premières gardes de seniors, Antoine Béclair, l'urgentiste m'appelle, un urgentiste expérimenté, me dit j'ai un patient qui a une hypothermie, qui est à 29 degrés et qui ne va pas bien. Et là, je peux vous dire qu'on descend aux urgences, on fait tourner dans sa tête la question hypothermie qu'on ne connaît pas forcément très bien, et on arrive aux urgences et l'urgentiste vous regarde en disant qu'est-ce qu'on fait? Et là, faut dire, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ferais? Puis après, on retombe sur ses pattes et on se dit, le patient, il va pas bien, on va le mettre en réanimation pour commencer, et puis on va être symptomatique, on va appeler à l'aide un chef, on va lui demander un avis, à l'époque, il y avait moins les smartphones, oui, je sais, je commence à être un peu vieux, et on avait des livres dont je vous reparlerai après, dans la poche, et puis on avait des cours. Parfois, on avait nos polycopiés de réanimation sur notre lieu de stage et on s'y référait quand on avait une difficulté. Et puis, il y a le dernier appel d'urgence qui est horrible, c'est votre collègue anesthésiste. Alors là, il y a deux profils. Il y a l'anesthésiste qui a toujours des problèmes qui sont simples à régler. Celui-là, il va partir à la retraite dans peu de temps. Et puis, il y a l'anesthésiste qui a des difficultés, mais qui sait globalement se débrouiller. Et là, c'est intubation difficile, arrêt cardiaque au bloc opératoire, choc hémorragique. Et ces situations-là,
quand vous êtes appelé vous à l'aide, vous allez être un peu démuni en étant interne. Mais je vous invite à suivre le senior qui va être appelé pour aider son collègue, pour voir une mise en situation, pour voir comment il faut réagir devant ces situations qui sont extrêmement peu fréquentes. Choc hémorragique au bloc opératoire, il y a de nombreuses structures, vous en avez peu. Dans les CHU, vous en aurez. Choc intubation impossible, c'est extrêmement rare. Donc il faut vraiment coller, mais c'est sûr que ce n'est pas à vous qu'on va demander vraiment de l'aide en étant interne. Mais c'est les 3 grosses urgences, c'est les 3 gros sollicitateurs qui peuvent vous impliquer dans la prise en charge d'une urgence. Alors je vous rappelle vos devoirs. Ça c'est le code de déontologie, c'est quelque chose qu'on est supposé tous connaître. Il nous est offert par le Conseil de l'ordre des médecins quand on obtient son inscription au Conseil de l'ordre, et qui dit que tout médecin se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé, donc vous recevez l'appel, qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Donc vous comprenez bien que si vous êtes sollicité pour un patient qui ne va pas bien, vous avez intérêt à vous bouger, ou à y aller vous, ou à envoyer quelqu'un qui va pouvoir répondre à la demande du service qui vous passe l'appel. Pour vous aider à organiser vos services et ne pas être appelé en permanence, parce que quand vous êtes dans une réanimation, vous avez des patients lourds dont vous êtes responsable et que vous allez avoir en charge, il va falloir organiser. Et ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, dans la plupart des hôpitaux, d'une charte a été réalisée. C'était une demande de l'HAS de faire une charte de coopération entre anesthésistes et chirurgiens. Je vous ai dit, le chirurgien, c'est la première personne qui va vous appeler par la fréquence. C'est lui qui vous appelle tout le temps en vous disant « j'ai une difficulté, le patient est sceptique, le patient a de la fièvre, le patient ne se lève pas, le patient ne pisse pas, le patient nana », et ainsi de suite. Donc c'est lui, il va falloir essayer d'organiser les choses pour déjà hiérarchiser ce qui est une urgence vitale, former vos chirurgiens, faire des fiches, il y a des services où il y a les conditions, les symptômes qui doivent motiver l'appel de l'anesthésiste devant une situation d'urgence type tachycardie, détresse respiratoire, dyspnée, quand un patient respire à plus de 30, il faut appeler l'anesthésiste, et ainsi de suite. Il y a des règles qui peuvent fonctionner, et ça, c'est une obligation, cette coopération. Moi, je travaille dans 2 structures, une structure libérale et une structure hospitalière. Dans la structure hospitalière, c'est le chef de service qui a édicté cette coopération en la faisant signer à tous les chirurgiens, et dans la structure libérale, c'est la CME, c'est la commission médicale d'établissement, qui a rédigé une charte de coopération pour savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'on fait quand il y a des urgences. Et n'oubliez pas que le chirurgien est un médecin, donc il y a un certain nombre de missions qui peuvent lui être attribuées. Pas dans l'urgence vitale, dans les urgences dites relatives. Il peut régler parfois une hyponatrémie, il a le droit de vous appeler, vous pouvez lui donner un conseil, il a le droit de faire une prescription de changement de perfusion ou de restriction hydrique. Le rôle de chacun pendant toute la durée de prise en charge des patients doit être stipulé dans ces chartes. Donc dans les services où vous êtes, intéressez-vous à savoir s'il y a une charte de fonctionnement pour savoir sur quelles sont vos missions et quelles sont les situations où vous n'êtes pas supposé vous déplacer, où vous devez renvoyer vers un autre interlocuteur. Et donc ça, c'est un peu la Bible de l'organisation qui est en train de se mettre dans un certain nombre de structures. Et puis un dernier point de réglementation, un médecin qui est appelé au chevet d'un patient pour une urgence, qu'elle soit relative et mise en route de traitement avec le patient qui va rester dans le service, ou qu'il soit transféré en réanimation, nécessite de laisser une trace écrite. Et je vous en supplie, laissez des traces écrites. Si vous êtes passé voir un patient pour une urgence, on vous a dit il ne va pas bien, il respire très très mal, vous arrivez dans le service, vous remettez la sonde nasogastrique en aspiration, vous le mettez demi-assis et vous le mettez au fauteuil, il respire beaucoup mieux, il ne vous inquiète plus et vous avez prescrit une séance de CPAP dans la chambre parce que votre service peut le faire, et bien à ce moment-là, vous notez tout ce que vous avez fait et vous repartez, parce que si le patient se dégrade, on voudra savoir ce que vous avez fait et pourquoi vous ne l'avez pas hospitalisé dans une réanimation, pourquoi vous n'avez pas fait de moyens supplémentaires. Sachez que les dossiers de soins, et ça c'est un petit truc et astuce, les infirmières les tiennent parfaitement bien. Quand vous êtes appelé dans un service, je vous invite à regarder les transmissions infirmières. 8h32, appel de l'interne de réanimation, dit « j'en ai rien à faire, appelez le chirurgien ». C'est écrit. 37, appel du chirurgien, ne répond pas. 42, rappel de l'anesthésiste, dit qu'il ne peut pas venir, il est sur un cathéter. Et ainsi de suite. Et quand vous arrivez à 9h30 et que le patient ne va vraiment pas bien, tout ça c'est écrit. Regardez les dossiers infirmiers parce qu'ils tracent très bien ce qui s'est passé, mais surtout regardez les jours qui précèdent parce que souvent ça va vous donner le diagnostic. Il y a écrit fièvre 38 la veille, tachycardie le matin avec fièvre à 38, chirurgien prévenu, donné Doliprane. Et puis après il y a fréquence respiratoire 32, chirurgien prévenu, donné morphine. Et ainsi de suite. Vous avez
des dossiers où le diagnostic est écrit par l'équipe infirmière. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être que quand vous avez été externe, vous avez suivi vos internes, quand vous avez fait des stages de réanimation, mais regardez les dossiers et vous laissez des traces écrites. Et puis laissez des traces écrites quand vous avez dû donner un avis pour un patient qui ne relève pas de la réanimation, pour que le médecin de jour, il ait au moins une trace si vous ne l'avez pas appelé, si vous ne l'avez pas joint, ce qui n'est pas toujours simple dans les hôpitaux. En pratique, vous avez bien compris, il y a deux urgences. Il y a l'urgence non vitale, et il y a l'urgence vitale, où vous allez devoir vous l'identifier et vous déplacer rapidement. L'urgence non vitale, très clairement, c'est attention, vous n'êtes pas des magiciens, vous ne pouvez pas traiter tous les problèmes des services de médecine, d'anesthésie, de chirurgie, ça n'est pas possible. Donc il faut, faire une charte pour voir qui fait quoi, essayer de s'y tenir, et puis toujours assister et aider un de vos collègues et hiérarchiser quand vous êtes en réanimation en train de faire un soin lourd, débuter une dialyse, régler un respirateur. Vous pouvez dire à un service, tu m'appelles pour une hyponatrémie à 132, le patient est parfaitement conscient, je te rappelle dans une demi-heure si tu as besoin d'un conseil. Voilà, hiérarchiser, arrêter les interruptions de tâches permanentes, ne courez pas d'un endroit à l'autre. Donc les urgences non vitales, c'est vraiment quelque chose auquel il faut être attentif parce que on peut être sinon mobilisé en permanence. Et puis l'urgence non vitale, c'est souvent le nid de l'urgence vitale. Un patient, il va d'abord avoir un syndrome fébrile, il va parfois avoir un épisode hypotensif qui va répondre à un remplissage qui avait été prévu par le médecin. Moi, je me souviendrai toujours d'une garde dans un hôpital où je vais voir ma femme qui est hospitalisée et j'entends l'infirmière qui dit « Oh là là, mais j'en peux plus de remplir le patient !» Alors je dis que j'étais le médecin de garde, donc je dis que comment ça, quel patient vous remplissez dans le service? Et je découvre qu'il y a un patient qui est depuis 15 heures et à chaque fois qu'il a moins de 9 de tension, il prend 500 de Voluvène. Et il en était à 4,5 litres. C'était une médiastinite post-chirurgie cardiaque. Donc voilà, il y a des situations. Logiquement, on aurait dû être appelé plus tôt, se déplacer en disant il a eu 2 remplissages, qu'est-ce qu'il y a, faire le tour, et peut-être gagner du temps sur le diagnostic de la complication. Donc il y a des choses où, très clairement, l'urgence non vitale, c'est le lit de l'urgence vitale. Alors l'urgence vitale, ça commence toujours de la même façon dans nos hôpitaux, même si on a plein de moyens de communication, ça commence par un appel téléphonique et une réaction un peu apeurée quand on est très jeune ou quand on part sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a plein de types d'urgences vitales. Au début, une détresse respiratoire, ça va vous impressionner. À terme, une détresse vitale, une détresse respiratoire dans un service de chirurgie viscérale. Globalement, vous avez les 3-4 diagnostics en tête, vous savez sur quoi vous partez. Donc l'urgence vitale, ne soyez pas surpris, vous allez être craintif au début, d'autant plus si vous partez seul, si vous partez en première ligne. C'est normal de vous inquiéter. On va voir quels sont tous les ressorts et les outils que vous pouvez avoir pour faire face. La première chose, quand vous recevez un appel d'urgence, c'est respirer. Vous voyez les patients qui font une préoxygénation, préoxygénez-vous juste 2 fois. Retrouvez le calme, la sérénité, et vous ne vous précipitez pas. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Quand vous êtes appelé pour une urgence vitale, identifiez le site d'appel. Je travaille sur un site hospitalier, 90 bâtiments. Alors notre service de réanimation, je travaille dans un déchocage, n'est pas responsable de tout l'hôpital. Il y a également quelques réanimations médicales qui jouent leur part du travail. Mais globalement, on a une vingtaine de bâtiments sous notre responsabilité. Donc, essayez d'identifier où se passe le patient. Mais quand vous êtes dans un hôpital même plus petit, le service, l'étage, la chambre, ça paraît assez trivial. Mais je peux vous dire qu'en préparant ce topo, j'en discutais encore une fois avec ma femme, et qui me disait, l'autre jour, on a eu un appel en réa en nous disant, il y a un arrêt en salle, service de pédiatrie. Et l'infirmière raccroche. Super, il n'y a aucune possibilité d'identifier l'appel. Donc vous devez attendre que la personne vous rappelle. Donc il faut absolument, que vous gardiez votre calme, parce que vous allez avoir besoin d'informations, et que vous calmiez la personne qui est en face. Et ce qui est essentiel, c'est que vous demandiez le motif pour lequel on vous appelle. Ne partez pas sur vite, il faut venir. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir le motif? 2 choses. Parce que vous allez développer une stratégie, un schéma mental pendant tout le parcours, pendant tout le moment où vous allez vous rendre vers le patient, vous allez commencer à décliner les idées principales que vous pourriez rencontrer. Commencer à vous faire un avis a priori. Et puis surtout, guider à distance. Quand vous êtes appelé par le service de radiologie pour un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'il faut leur dire? De masser. Sinon ils ne masseront pas. Il y a un certain nombre de fois, on arrive en service de radiologie, et le radiologue vous dit « Je comprends pas, il ne bouge plus, il ne se passe rien, j'ai injecté le scanner, ça ne circule pas. » Faut masser. Alors, ça fait peut-être un peu étrange, mais ça m'est arrivé, et ça nous est arrivé, et le service où ça masse le moins, c'est le service de radiologie. C'est étonnant.
Mais donnez ce conseil. Et parfois, une infirmière de nuit qui va vous appeler pour un arrêt dans un étage de chirurgie, dites-lui, commence le massage, j'arrive, ça les rassure, ils vont faire quelque chose. Dites-leur, rapproche le chariot d'urgence vitale. Vous pensez qu'encore une fois, c'est trivial, c'est sous-cortical. Il y a beaucoup de services qui sont peu entraînés et les réflexes viennent avec l'entraînement. Donc, essayez de faire un peu de guidance téléphonique en disant « j'arrive », rassurez-les et donnez-leur les quelques pistes. Un patient qui respire mal, vous pouvez les inviter à l'asseoir dans le lit. Mettez-lui un masque à oxygène. Parfois, c'est déjà fait et tant mieux. Mais essayez de faire un peu de guidance. Ensuite, urgence vitale, ça veut dire du matériel. Urgence vitale, il y a des soins techniques souvent à apporter. Alors pas forcément des soins techniques extrêmement avancés au lit du patient. Un arrêt cardiaque, oui, il va falloir essayer de lui trouver une voie, le masser, faire un peu d'adrénaline et l'intuber sans perdre trop de temps. Donc vous avez besoin de matériel. Et là, le matériel, quand on est jeune, parfois c'est un peu compliqué. Dans vos services, si vous êtes en anesthésie, il n'y a pas forcément de sac à dos de réanimation. S'il y en a un, je vous invite à le faire déceler. Un matin, vous vous retrouvez entre internes, vous regardez ce qu'il y a dans le sac à dos qu'on vous met à disposition. Et de la même façon, vous pouvez faire déceler des chariots de réanimation. Souvent dans les hôpitaux, le chariot est le même dans tous les services parce qu'il y a une commission transversale qui décide de ce qu'il faut mettre dans un chariot. Alors de temps en temps, il y a des surprises. Je me rappellerai toujours de services de gériatrie où on arrive sur un patient qui est en détresse respiratoire à intuber. On demande le laryngoscope et on nous explique que les piles du laryngoscope ne sont pas dans le chariot parce que comme elles se vident toutes seules, elles sont dans le bureau de la cadre. Mais que comme il est 13h, la cadre est partie déjeuner et que le bureau est fermé. Donc voilà, il peut y avoir des complexités et là, il va falloir trouver d'autres astuces pour avancer. Mais globalement, regardez ce que vous avez à disposition. Puis quand vous deviendrez chef, c'est vous qui déciderez. Moi, j'ai réalisé un jour que dans la clinique où je travaille, c'est nous qui devons décider ce qu'on met dans le chariot. Il n'y a personne qui décide pour vous. Dans l'hôpital où vous êtes, vous devez décider des médicaments que vous voulez voir dans vos chariots. C'est les anesthésistes qui décident de ce qu'il faut mettre dans les chariots. Alors évidemment, en commission, on se met tous d'accord. Mais c'est essentiel de savoir ce qu'il y a dedans. Pourquoi ? Parce qu'il y a de très nombreux modèles. Il y a des services très structurés, vous avez des codes couleurs, vous ouvrez la trousse verte, c'est la perfusion, la bleue, c'est l'oxygène, et ainsi de suite. Mais ce code couleur peut changer d'un service à l'autre. Il n'y a pas de règle trans-service. Donc essayez de regarder ce que vous avez dans votre sac à dos, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver dans le service, quand le patient va vraiment très mal, et d'ouvrir les trousses les unes après les autres et de les balancer tout autour du patient. Je ne vous ai pas mis des photos de sortie de réanimation dans les chambres, mais c'est un sacré désordre quand vous quittez la chambre. Il y en a partout. Donc essayez de connaître votre matériel, ça donne un petit peu de sérieux, ça vous rassure de connaître le matériel que l'on possède, ça vous rassure très fortement sur vos capacités à faire face à l'urgence. Alors les urgences vitales sur lesquelles vous allez être appelé, globalement c'est de la médecine, c'est assez simple. L'urgence principale, c'est l'arrêt cardiaque. C'est là-dessus qu'on doit être tous prêts, qu'on est en train de former la population aussi. Prendre en charge un arrêt cardiaque, c'est le massage cardiaque le plus tôt possible et l'apport d'un défibrillateur semi-automatique dans certains services. Et pour vous, c'est le défibrillateur classique, manuel, débrayable, que vous allez mettre sur le patient pour analyser le rythme et le déchoquer s'il est en fibrillation. Donc c'est vraiment l'urgence absolue. Je ne vous dis pas d'y aller en courant, parce qu'on a suffisamment de maladresse pour ceux qui courent avec des sabots, pour réussir à ne jamais arriver dans le service. Donc allez-y, et puis essayez de ne pas arriver dans un hôpital donc, de 90 bâtiments. Le service de gériatrie, il était à l'opposé, il faut faire 1,3 km pour arriver d'un côté à l'autre en contournant les bâtiments. N'y allez pas forcément en courant si vous n'êtes pas entraîné avec un sac à dos de réanimation. Allez-y d'un bon pas, arrêtez une ambulance parfois de l'établissement, mais allez-y tranquillement, il ne faut pas arriver épuisé en perte de ses moyens. Donc il faut aller vers le malade, pas au pas de course. Pas au pas de course. Les autres pathologies pour lesquelles vous pouvez être fréquemment appelé et pour lesquelles on est appelé dans les services, c'est globalement tout ce qui est hémodynamique instable, le patient a une tension basse, le patient a le cœur qui bat très vite. Et là, vous avez tout le cortège des complications qu'on retrouve chez nos patients de réanimation, les troubles du rythme, la douleur thoracique avec l'infarctus, la tamponnade, le choc septique, le choc anaphylactique, les pneumothorax, tous les problèmes de troubles de conscience. Ça, c'est assez fréquent. Vous êtes appelé parce que le patient est somnolent. La cause la plus fréquente dans les services de chirurgie, c'est le surdosage opiacé. Mais il y a plein d'autres causes. Le patient a le droit de faire un hématome. Il a pu chuter la veille suite à sa prothèse de hanche et être tombé dans les toilettes et avoir un hématome intracérébral qui est passé inaperçu et qui ne se réveille plus le lendemain matin. L'hypoglycémie qui doit être systématique. Mais ça, si vous avez eu votre internat et que vous n'avez pas fini en médecine du travail à l'autre bout de la France, c'est globalement, vous savez qu'il faut faire une mesure de glycémie chez un patient inconscient. Et puis la détresse respiratoire, avec la plupart du cas les pneumopathies et les OAP. Mais ça, je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui à traiter ces maladies, ce n'est pas l'idée. Alors comment développer les réflexes, puisque c'est une question qui m'a été posée pour cette présentation.
Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir développer un schéma mental. À partir du moment où on vous appelle sur une urgence, il va falloir faire appel à toutes vos connaissances. Et c'est pour ça qu'on décharge de l'adrénaline et c'est pour ça qu'on est un peu tachycarde au moment où on reçoit ces premiers appels. C'est parce que cette décharge va permettre de vous reconcentrer, de recapter tous vos moyens et de mobiliser votre intelligence. Et je peux vous dire que toute votre carrière, vous aurez à faire face à des urgences vitales, les unes différentes des autres, et puis qui vont augmenter en complexité. Et puis, on ne décharge pas d'adrénaline tous les jours, heureusement, mais il y a des situations qui sont un peu perturbantes. Il y a des attentats, il y a des choses comme ça, où quand on a à les prendre en face, il va falloir trouver de nouvelles solutions. On a les réponses, il va falloir juste les mettre en œuvre. Donc sachez que vous avez les réponses en vous pour un certain nombre de choses. La première, c'est d'apprendre, d'aller à la fac, d'avoir vos cours, d'avoir des connaissances. Et ça, normalement, vous en avez déjà une partie. D'avoir des outils dans la poche. Alors, je vous ai mis une photo du Mapar. Mapar, c'est un livre, mais ça peut être aussi une application que vous avez sur des smartphones. Tout le monde, globalement, maintenant, a un smartphone. Et globalement, c'est un outil qui peut vous aider. Et puis, une application qui est extrêmement intéressante, qui n'est pas encore très développée sur la partie intra-hospitalière service, c'est les aides cognitives de la SFAR. Est-ce que vous connaissez les aides cognitives de la SFAR? Oula, vous êtes jeune mais fatigué. C'est les sorties du jeudi soir. Vous les tenez moins bien que moi, j'ai l'impression. Qui connaît l'algorithme, les aides cognitives? Levez la main. Allez, on va faire du sport. Bon, il y a la moitié de la salle. L'autre moitié, j'espère que vous les connaîtrez ce soir. Vous regardez, il y a une application. Et en gros, c'est un système un peu de checklist. Arrêt cardiaque au bloc. Est-ce que j'ai mis la FiO2 à 100%? Est-ce que j'ai appelé à l'aide? Est-ce que j'ai le défibrillateur? Est-ce que j'ai l'adrénaline? Et ainsi de suite. Et il y a quelqu'un qui se colle à la checklist pour vous rappeler de ne pas oublier des choses. Je vous assure que quand vous débriefez vos réanimations, vous vous rendez compte que s'il n'y a pas quelqu'un qui check que chaque étape est faite, on se dit « Oh, mais je suis con, j'ai oublié ça. Oh, j'aurais dû mettre de l'adrénaline quand même sur l'arrêt cardiaque à un moment ou à un autre. » Même si ça se discute. Et puis, quand vous prenez en charge une urgence, sachez que vous allez avoir une double démarche qui va être symptomatique et étiologique. Alors étiologique, parfois c'est un peu compliqué. Quand le patient est en arrêt, vous n'avez pas beaucoup d'éléments pour vous dire d'où ça vient. Quand il est harlequin, certains disent ça c'est l'embolie pulmonaire. Ça devient très très compliqué. Donc le but c'est d'être rapidement symptomatique, vous traitez les quelques symptômes et après vous allez faire le tour du dossier, regarder ce qu'avaient noté les infirmières les jours précédents, comment a évolué le patient et puis peut-être le conduire au scanner, le conduire au bloc opératoire, faire une échographie. Il y a plein d'éléments. Mais sachez que la première chose quand vous êtes appelé sur une urgence vitale, c'est de répondre à une demande symptomatique. Vous êtes appelé pour un symptôme. Le patient ne va pas bien, le patient a un trouble de conscience, le patient a convulsé. Il va falloir d'abord traiter le symptôme et après en comprendre la cause. Et c'est tout l'intérêt de notre spécialité. C'est qu'on est en permanence sur cette double démarche qui se joue dans un temps court. C'est quasiment une tragédie, mais qui se finit souvent bien. Et puis n'oubliez pas, l'appel à un ami. Quand je dis un ami, c'est appel à un senior, appel à un collègue sachant qui va pouvoir vous aider, qui va peut-être pouvoir renforcer votre prise en charge. D'ailleurs, quand vous partez sur une urgence, essayez au départ de vous faire accompagner d'une infirmière, voire d'une aide-soignante du service qui parfois connaît très très bien vos sacs à dos. Je travaille dans un service où on fait 2000 entrées de réanimation. C'est un déchocage. Les patients restent 24 heures, 2000 entrées, il y a 700 SAMU et puis il y a un certain nombre d'appels dans les services. Donc le personnel est extrêmement habitué à partir avec le sac à dos, ouvrir le sac à dos et préparer le matériel, que ce soit infirmière ou aide-soignant. Donc partez accompagné. Vous n'allez pas dépeupler votre animation, vous n'embarquez pas tout le monde, mais partez avec un peu d'aide. Comment améliorer vos réflexes? Il y a plusieurs volets pour s'améliorer. Le premier, le plus simple, ça va être parfois assis chez soi à la maison, c'est la simulation médicale numérique. Alors la simulation médicale numérique, je vous ai mis la recherche PubMed de cette semaine. Je l'avais fait l'année dernière pour un congrès, où c'était à peu près 500 références. Là, on en est à 679 quand vous tapez Serious Game, donc les jeux sérieux, les jeux qui vont vous projeter dans la situation et qui vont vous montrer un peu comment il faut se comporter. Et bien actuellement, il y a déjà 600 références médicales qui parlent de ce mécanisme pour se former. À l'université du Texas, à Dallas, avait développé 14 millions de dollars pour former leurs jeunes internes à jouer sur un serious game de prise en charge des urgences vitales et non vitales dans un service d'urgence. L'interne arrivait sa première semaine, il jouait des cas cliniques, infection urinaire, pyélonéphrite, choc septique, et essayait de faire le diagnostic, de dire ce qu'il veut comme élément en jouant. Parce que quand vous jouez, on modélise souvent en 3D la position des gens, on peut mimer la réaction du patient, des choses comme ça, ça vous projette. Toute la médecine, c'est de réussir à se projeter. Pendant tout votre externat, vous avez suivi des seniors jusqu'à la porte des toilettes parfois pour comprendre comment est-ce qu'il fallait se comporter. Vous l'avez suivi au blog, vous l'avez vu parler aux patients et vous avez pris des modèles, vous allez copier. Et bien, ces serious games vous permettent de vous projeter dans la situation et de voir peut-être comment vous allez devoir agir. Ce qui est dur, c'est parfois on se dit mais comment ils font pour réanimer? Où est-ce qu'ils se mettent dans la chambre? Et bien, par des serious games, on va mimer la situation.
il y a une revue consacrée uniquement à toute cette formation par le jeu, par les jeux sérieux. Et puis en France, il y a un éditeur de logiciels qui s'appelle Medusims. J'ai aucun conflit d'intérêt avec ce laboratoire, mais qui présente pour nous, anesthésistes réanimateurs, des logiciels traitant de questions d'urgence obstétricale, d'urgence traumatologique, d'aide au tri des blessés dans les accidents avec des victimes multiples. Et donc tout ça, c'est des choses à laquelle vous allez être confrontés parce qu'ils sont parfois jouables dans les services avec des facilitateurs qui vous animent le jeu et qui vous mettent en situation. Vous voyez un patient, par exemple dans la simulation trauma, là j'étais ambassadeur de ce jeu, c'est-à-dire que je l'ai présenté dans des services. Vous êtes sur le bord de la route avec un patient qui a eu un accident de moto et vous allez devoir conduire un certain nombre d'actions et le moteur va réagir en fonction de ce que vous faites. Le patient va s'améliorer, se dégrader et ainsi de suite. Donc vous allez voir, vous allez pouvoir, sans avoir jamais fait de SAMU, au moins avoir une projection de première guerre de SAMU. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire si vous allez prendre un traumatisé sévère? Parce qu'il y a des guerres de SAMU, pendant un mois vous êtes en doublage, vous voyez aucun traumatisé, et puis première garde, bam, vous partez, c'est un traumatisé. Donc ça peut être compliqué, c'est un avantage, ces simulations qui vous permettent de vous projeter. Et puis la simulation médicale sur mannequin, ça va dans cette philosophie de jamais la première fois sur un patient, et globalement, il y a une société de simulation qui s'est mise en place avec de nombreux laboratoires. Maintenant, vous voyez, c'est la carte de France que j'ai reconstituée des différents centres de simulation. Normalement, au cours de votre formation, vous allez être exposé à la simulation sur mannequin à haute fidélité. C'est des mannequins qui vont permettre de réellement non plus juste vous projeter dans la pièce, mais de jouer des scénarios, de faire des actions, de faire des gestes techniques pour vous y entraîner, faire une intubation fibroscopique, par exemple, plutôt que de faire la première sur le patient, ce qui est extrêmement oppressant quand on est interne. Globalement, vous allez vous entraîner sur un mannequin plusieurs fois. Alors, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose que sur un patient, mais vous allez prendre les premiers réflexes déjà de mobilisation de votre fibroscope. Est-ce que la sonde, je la mets dans le nez avant? Est-ce que je la mets sur le fibroscope? Toutes ces petites choses, vous allez y répondre en simulation. Comme ça, le jour J, la seule chose à gérer, ce sera votre stress et le stress du patient. Mais vous savez que vous connaîtrez toute la procédure. Faire une intercréco. Alors à mon époque, on apprenait sur les patients. Je peux vous dire que c'était un peu stressant. Les premières intercrécos sur un patient, souvent vous la faites quand vous êtes jeune chef, c'est assez impressionnant. Avec la simulation, vous allez pouvoir la simuler peut-être 10, 15 fois avant d'avoir à en faire une pour de vrai. Donc globalement, je vous invite non seulement à faire les formations qui vont être obligatoires au cours de votre cursus, mais surtout quand des laboratoires vous invitent à venir faire de la simulation, mais allez-y. Allez-y, on apprend énormément. Et puis maintenant, il y a une société, Emergensim, qui vient in situ. Ils apportent des mannequins dans votre hôpital pour que vous entraîniez dans les conditions de votre hôpital, avec votre chariot de prise en charge des urgences vitales, avec votre matériel, dans votre environnement, avec votre personnel. Alors ça, c'est super parce que ça fait vraiment du team building incroyable. Tout le monde est ensemble, est content. Et puis le patient, il survit très souvent. On essaye de ne pas tuer les patients quand on fait de la simulation. On essaye de rediriger un peu les diagnostics quand ils partiraient du mauvais côté. Mais ça permet vraiment de voir à quoi ça ressemble une prise en charge d'urgence et à se projeter. Donc globalement, pour développer ces réflexes, il faut apprendre. Je vous invite à aller suivre vos enseignements de DES, à aller en congrès. Dans les congrès, on apprend beaucoup de choses, même si parfois, il y a des gens un peu plus âgés, mais ils peuvent vous transmettre un peu de savoir et des connaissances tout à fait intéressantes pour prendre en charge des urgences. La simulation, les serious games, et puis je vous invite quand même à lire les procédures d'urgence dans vos services. Dans beaucoup de services, on a écrit des procédures d'urgence de comment on fait dans l'hôpital avec les numéros de téléphone à appeler, qui prévenir, où mettre le patient. Vous êtes interne dans un service pour 6 mois. Le premier jour, vous faites vos gardes. Deuxième jour, vous demandez s'il y a un cahier de protocole. Et le troisième jour, vous essayez de le lire jusqu'au vendredi. Comme ça, vous n'avez pas l'air complètement décalé. Quand le samedi, il vous arrive une urgence et vous dites, je ne sais pas du tout comment on fait dans ce service. Et puis, il va falloir comprendre, quand vous prenez une urgence vitale, pour vous améliorer et développer des réflexes encore plus performants la fois suivante, il va falloir vous impliquer dans vos stages et débriefer. Les débriefings, ça va être les RMM par exemple, participer au RMM, rediscuter de vos réanimations avec vos seniors, avec vos collègues plus expérimentés, discuter de ce qui a pu fonctionner ou ne pas fonctionner. Et puis ce qui est important en tout début de carrière, là où vous en êtes, en premier semestre, c'est de s'exposer aux patients. Quand il y a une urgence, ne vous cachez pas. Ne vous dites pas « je vais être mis en défaut ». Non, non. Allez-y, accompagnez. En premier semestre, il est quand même rare que vous partiez en première ligne sur de l'urgence absolue. Donc, avancez vers vos patients. Donc, je vous invite à toujours répondre à l'appel, à identifier le degré d'urgence et à tracer vos actions dans le dossier de vos patients. Je vous remercie de votre attention.
Super, merci beaucoup Frédéric. On va pouvoir commencer la session un peu de questions-réponses. Alors il y a la Catchbox, qui est du coup le petit micro vert qui est là. Vous ne pouvez pas hésiter à vous le passer pour poser des questions. Il y a un micro dedans, vous pouvez parler directement. Sinon vous levez la main, on a une hôtesse qui vous passera un micro ou nous, voilà. Donc s'il y en a qui veulent commencer, allez-y, n'hésitez pas. Ça vous fait peur les urgences? Non? Qui a peur de son premier appel d'urgence? Ben c'est bien, il y a une moitié qui est sportive et il y a une moitié qui est raisonnable. C'est pas les mêmes, c'est inquiétant. C'est dommage, ceux qui courent vite n'ont pas peur et vont faire des erreurs. Un des points clés là, qu'a soulevé Frédéric Le Sachet, c'est qu'il ne faut pas être seul en urgence. Parce que quand on est seul, je pense qu'il peut vous en parler de façon plus précise, c'est qu'on a du mal à prendre du recul souvent. Quand on est seul, quand on n'a pas d'infirmier, quand on n'a pas un interne avec moi ou quand j'avais pas de senior, vice-versa, on peut difficilement prendre du recul sur une situation quand on est coincé par la technicité. En pratique, il faut que vous soyez rassurés. Vos premières urgences, les premiers appels, ça va vous inquiéter un petit peu parce que vous ne savez pas forcément comment vous comporter si vous n'avez pas été exposé souvent. N'acceptez pas de vous mettre dans une situation périlleuse. Appelez, informez toujours le senior. Ne faites pas ce que font parfois certains internes, de partir sur une urgence parce qu'ils ont décroché le téléphone sans prévenir le senior. Ça fâche très fortement vos seniors dans les services. Prévenez toujours quand vous partez le motif pour lequel vous partez. Dans certains cas, le senior va vous dire « c'est une hémorragie digestive, il est conscient, il va bien. Je te laisse aller évaluer la situation, tu me tiens au courant dès que tu arrives sur place. » Ça vous permet de vous mettre en situation. Puis sur un arrêt cardiaque en premier semestre, il faudrait qu'on soit quand même très abruti pour vous laisser partir tout seul et pas vous accompagner. Ça, c'est un vrai problème de seniorisation des internes. Si c'est le cas, ne laissez pas, prévenez, informez, dites que vous avez appelé à l'aide. C'est vraiment important. Ne vous retrouvez pas dans une situation tout seul à prendre des décisions majeures. Personne n'a de questions? Profitez-en. Hein. Non, ce qui est important aussi, c'est de rester calme quand vous êtes avec une équipe qui ne vous connaît pas forcément dans les étages. Il faut que ce soit vous qui soyez le leader de la situation et il faut que vous distribuiez les tâches. Et il ne faut pas que vous sentiez envahi par la panique. C'est inutile de paniquer de toute façon. Et il faut vraiment que vous positionnez comme leader de la situation. C'est quelque chose d'assez important, je pense, dans les urgences intra-hospitalières, afin de bien distribuer les tâches à tout le monde et d'utiliser tout le personnel que vous avez sous la main, que ce soit l'aide-soignante du service, l'infirmière du service, l'infirmier que vous avez avec vous ou autre. Oui, puis il y a un élément qui est extrêmement important. Quand on va dans un service, c'est déjà difficile parce qu'on ne connaît pas. Il y a un terme, c'est l'extraction de milieu hostile. Il y a des situations où le patient n'est pas forcément très réanimatoire, mais on sent que ça ne va pas se passer, qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe, qu'on voit bien que l'équipe en face ne comprend pas ce qui est en train d'arriver au patient et que si on ne prend pas les bonnes décisions, il va évoluer de façon défavorable. C'est typiquement le patient qui a une petite téléctasie dans un service de chirurgie viscérale, il ne respire pas très bien, il a besoin d'être posturé, d'être aspiré, d'avoir un masque de CPAP sur le visage. Si on sent que ça ne va pas, il faut savoir prendre un patient en réanimation qui n'a peut-être pas tous les actes traceurs de la réanimation, ça c'est quelque chose que vous apprendrez encore plus tard, mais globalement, on est là pour aider les patients à aller dans le bon sens. Donc n'hésitez pas, quand ça ne va pas, à l'extraire et à revenir dans votre réanimation où vous avez du personnel parfois beaucoup plus qualifié qui va pouvoir conduire les bonnes actions. Ça ne va pas vous arriver en premier semestre, ces décisions, mais ça va assez vite vous tomber dessus. 4e, 5e semestre, vous allez commencer à faire des gardes seniorisés. Alors souvent, il y a des hôpitaux universitaires, quand vous êtes seniorisé, vous êtes en réanimation, il y a un anesthésiste au bloc opératoire qui gère les urgences. Donc on vous dit, si tu as un problème, tu appelles l'anesthésie du bloc des urgences. Puis quand l'anesthésie du bloc des urgences n'est pas du tout réanimateur, ce qui arrive, souvent il y a une astreinte. Le senior dit j'appelle l'astreinte du service de réanimation et vous avez un avis. Et moi, j'ai eu des chefs qui sont revenus d'astreinte pour m'aider à prendre en charge des patients pour lesquels je me sentais dépassé. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est comme ça qu'on apprend. Ce n'est pas par la peur. Si vous mettez dans des situations trop difficiles où vous avez des échecs, vous n'apprendrez pas et vous allez vous bloquer. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout l'idée de votre formation. Vous devez être accompagné. Ils sont jeunes mais très très calmes. Hein. Il n'y a aucune question. Vous êtes déjà monté là sur un arrêt ou quelque chose un peu d'urgent là depuis le début du semestre? Levez la main ceux qui ont déjà été sur un arrêt dans les étages ou ailleurs. Voilà. Levez la main qu'on voit un petit peu. Ouais, au bout d'un mois, c'est pas beaucoup. Hein. Vous voyez, dès qu'il y a des urgences, il faut y aller. Alors je pense que la plupart il y en a beaucoup en stage de réanimation.
La moitié, non? Ouais. C'est étonnant, parce que ce pas les mêmes qui lèvent la main. Au bout d'un mois de ne pas avoir vu beaucoup d'arrêts cardiaques quand on est sur des stages de réa, il faut vraiment s'exposer, partir le plus possible, accompagner, quitte à être en surnombre, ne rien faire, se mettre en retrait, mais regarder ce qui se passe et ce qui tourne. Je me demande s'ils ne gardent pas des forces pour les barricades demain. Je les suspecte.